Bonsoir et merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir, et merci à Pierre et à la librairie Le Montant-l'Air pour l'invitation. Je suis très content d'avoir l'occasion de discuter avec Sandra. C'est pas qu'on manque d'occasion de discuter, mais une occasion formelle, disons, de discuter de son livre Défaire voir, littérature et politique, que donc j'ai édité, que j'ai publié aux éditions Amsterdam. Voilà, donc comme je pense que tout le monde est au courant que littérature et politique, la littérature politique, c'est un peu les sujets à la mode du moment, c'est vraiment le couple même du moment. Et donc, on s'est dit que ce serait bien, en fait, de prendre le sujet par un biais, c'est-à-dire de l'aborder non pas de façon très générale, mais de façon spécifique et située à partir du travail de Sandra. On peut supposer, en fait, que la réapparition, en fait, du couple conceptuel littérature-politique est le signe que quelque chose se passe dans notre monde en général, et le signe aussi peut-être d'une aspiration. Le signe qu'un certain régime littéraire, par ailleurs, est usé, épuisé, ou du moins a perdu son caractère d'évidence, peut-être parce que l'évidence d'un certain régime politique, ce qu'on appelait par exemple les démocraties libérales, n'a plus d'existence que nostalgique ou verbale, et que non seulement ce régime s'est disloqué pour faire apparaître tout nu les rapports de domination qui avaient toujours été présents, mais qui, pendant une certaine période historique, et pour certains et certaines, étaient moins brutaux, en tout cas mieux cachés. Ce qui est, je pense, ainsi de plus en plus contesté, c'est le capital en général et les fictions dans lesquelles il habille sa domination. Donc, on pourrait penser, du moins c'est l'hypothèse que je fais, que littérature et politique, ou littérature politique, est l'un des noms, en fait, de cette crise d'hégémonie, dans une sphère particulière, de cette crise d'hégémonie du régime capitaliste. Par ailleurs, ces deux noms accolés, ces deux noms très généraux, littérature, politique, nomment moins des choses, je pense, des choses identifiables, des choses précises, une certaine manière de faire de la littérature, un certain contenu littéraire, que l'étendue d'un problème, et aussi l'indéfinition du problème en question. Littérature et politique, c'est flou. Et donc, comme toutes les grosses notions, tous les grands problèmes, il faut les réduire, en fait, pour pouvoir les penser. Donc, les situer relativement à la façon dont ils se posent ici et maintenant pour nous. Donc, au lieu de remonter à la tragédie grecque, au lieu de remonter à Aristote et à Platon, on s'est dit qu'on allait partir de ta pratique de la littérature. Et donc le livre que tu publies ces jours-ci, Défaire voir, c'est une pratique de ce que tu appelles la figure. Je reviendrai sur cette notion, que tu déploies dans le livre selon deux modalités différentes. L'une que tu dis littéraire, avec un texte central qui opère un montage entre une nouvelle de Gombrowicz et le groupe d'EHPAD Orpea, un texte sur lequel nous ouvrirons cette discussion, et l'autre que tu qualifies de théorique, bien que son dispositif soit aussi littéraire, de mon point de vue, puisque c'est cette fois la lettre du voyant de Rimbaud qui te sert de point d'appui. Le texte le plus classiquement théorique étant l'introduction, que tu as intitulé « Ce que peut être une littérature politique », où tu poses le dilemme de la littérature politique en proie à deux écueils principaux, ou n'avoir rien de politique, ou n'avoir rien de littéraire. En termes simples, on a d'un côté une substitution de la morale à la politique, avec les gémissements, par exemple, sur ce que je te cite, les crises ou les succès politiques, c'est-à-dire les épiphénomènes des structures, et de l'autre, l'oubli de la forme. Je te cite à nouveau, « S'en tenir aux misères ou aux succès douteux coupés de ce qui les cause,
c'est gagner une caution morale, mais tuer toute littérature, et en réalité, toute politique avec. Et donc, à ce double bind bourgeois, le double bind des membres de ce que tu appelles le PFLBC, pour faire le bourgeois culturel, tu proposes de substituer, pour nouer littérature et politique, la figure comme moyen de défaire le voir hégémonique et de produire des réagencements dans la matière même du langage. Réagencer ou figurer, ce n'est pas espérer produire chez les lectrices et lecteurs des effets de conscientisation, de bouleversement ou de révélation, mais, je cite, s'extraire des figures dégradées du « c'est ainsi », de ces malfigurations et infigurations, dans un geste d'écriture qui pense le social historique. La figure, c'est un appareil de perception fabriqué par la littérature, et c'est là, selon toi, que réside la praxis de cet art. Enfin, je conclus mon intro là-dessus. Pour préciser comment tu délimites le domaine d'intervention de la littérature et ses capacités, car on s'interroge toujours sur les effets de l'art. Je cite les dernières phrases de ton introduction. « Maintenir que la littérature peut travailler le politique n'implique nullement que ces textes pourraient soulever le monde par leur seul pouvoir. Croire faire quelque chose de politique en littérature, une prétention hors de proportion. Mais il n'existe aucune telle prétention, sinon comme fabrication imaginaire. Le soulèvement du monde est une œuvre collective, la littérature y prend sa place, ni prodigieuse ni nulle, mais que du moins, elle la prenne. » Alors j'ai dit qu'on allait parler de ta pratique, là j'ai parlé de ta conception, et donc on partira donc du texte de littérature de ce livre, « Manger les riches, une décomposition ». Donc comme je disais, il parle des EHPAD Orpea, et il fait apparaître les implications concrètes, physiques, individuelles et collectives de la poursuite du profit. Ton texte repose notamment sur une opération de littéralisation. Au départ, on a le sentiment que la voracité est une métaphore. Je me laisse parler parce que tu veux pas que je te pose ma question? Ah si, pardon. J'ai une question à te poser. J'ai une vraie question. Non, t'inquiète pas. Plus rien à dire à la fin. Je peux parler tout seul. Non. Donc, au départ, on a le sentiment que la voracité est une métaphore. Et c'est celle des capitalistes qui bouffent absolument tout ce qui existe. Mais le montage que tu opères avec le texte de Gombrowicz, en fait, donne un caractère immédiat, corporel, à ton texte, puisqu'il s'achève avec les produits de la digestion, c'est-à-dire dans la merde et la pisse. Et donc, à travers cette opération, il semble que tu cherches à mettre à jour, à faire éprouver, jusqu'au dégoût, ce que tu appelles le régime de pulsionalité du capitalisme. Et donc, ma question, c'est comment est-ce que tu as conçu et écrit ce texte ? Donc effectivement, on en avait discuté un peu en amont. Le caractère frappant, je crois, de ce texte, surtout pour les gens qui l'entendent, parce que je l'ai conçu pour l'oral, c'est en effet qu'on commence dans une scène d'orgie, d'investissement boursier, etc. Et que tout ça se termine dans une mare d'excréments, de corps complètement disloqués. Et en effet, c'est le mouvement général du texte. Et il correspond à l'objet social historique que j'ai essayé de penser par les moyens de la littérature. En réalité, dans tous les textes que j'ai faits jusqu'à présent, c'est toujours la même chose que je cherche à faire, penser un objet social historique dans les moyens de la littérature. Mais ici, l'objet en question, je ne l'ai pas pris par le bout du langage, comme j'avais fait dans les 2 livres précédents. Je l'ai pris directement. Cet objet, ce n'est pas les EHPAD, contrairement aux apparences. Les EHPAD ne sont qu'un des bouts par lesquels j'essaye d'y entrer. L'objet en question, c'est la pulsion. C'est la pulsion telle qu'elle est configurée dans le capitalisme financiarisé. Donc la pulsion, pour ceux qui ne sont pas familiers de psychanalyse, c'est cette force psychophysique qui nous meut, qui, par principe, ne connaît aucune limitation, puisqu'elle cherche la satisfaction permanente, mais qui rencontre des structures sociales qui, elles, la mettent en forme selon certaines autorisations, selon certaines restrictions et autorisations qui sont différentes en fonction des groupes sociaux, bien entendu. Donc, cet ensemble, les autorisations pulsionnelles et à qui elles sont réservées, c'est ce que j'appelle le régime de pulsionalité dans ce texte.
L'expression que tu as reprise, en fait, c'est une expression que j'ai forgée avec Frédéric Lordon, avec qui nous faisons un livre sur cette question. Mais donc, ce régime de pulsionalité néolibérale, c'était cela que je voulais saisir dans ce texte. Donc, au moyen, Nicolas l'a un peu dit, d'un montage. Donc, le problème qui se posait à moi, je l'expose parce que ça fait partie de cette histoire de méthode dont tu parlais et de la question de la figure, c'est comment faire pour réunir 3 niveaux extrêmement hétérogènes qui sont celui des structures, de la macroéconomie, de la déréglementation financière, celui de la pulsion telle qu'elle est cartographiée, donc, comme je viens de l'indiquer, par ces structures, et celui des conséquences sur l'ordre social des 2 niveaux précédents. Conséquences sur l'ordre social qui en fait rejoignent la question des EHPAD, puisque à titre très spectaculaire, les EHPAD, tels qu'ils sont transformés par la néomanagérialisation à des fins de rentabilité boursière, c'est un lieu où on observe, comme les urgences, comme ce type d'endroit, l'hôpital psychiatrique, à très grand spectacle, les conséquences de l'organisation néolibérale du monde, et en l'occurrence sa conformation de la pulsion. Alors, pour faire ce montage, j'ai eu recours à 4 types d'éléments qui sont tous organisés autour d'une intensification affective. Intensification affective qui correspond ici à l'intensification de la jubilation pulsionnelle, qui est en fait celle dans la réalité des dominants qui ont accès aux autorisations dont on parlait. Mais donc ce montage, en effet, il monte ensemble, plus précisément, 4 lignes. Une première ligne qui est la nouvelle de Gombrowicz, intitulée Le festin chez la comtesse Fritouille. Une seconde ligne qui est celle des dispositifs d'incitation à l'investissement dans le secteur de la dépendance, que ce soit des incitations visuelles ou des incitations textuelles. Et une troisième ligne qui est faite des séances de comparution devant l'Assemblée nationale des dirigeants du groupe Orpea. Et une dernière ligne que j'ai trouvée en fait chez Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs, et également chez Florence Aubenas, qui consiste en une série de témoignages à la fois des pensionnaires et des salariés des maisons de retraite, essentiellement Orpea, mais c'est un autre groupe dans le texte de Florence Aubenas. Donc, ces 4 ensembles, j'ai essayé de les faire travailler donc, pour faire apparaître le dit régime de pulsionalité. Alors, en réalité, la colonne vertébrale du texte, c'est le texte de Gombrowicz, parce que tu parlais tout à l'heure d'une littéralisation qui, en fait, finissait par être réellement littérale. Et tout part de cette idée de Gombrowicz qui, dans le texte que j'ai utilisé, littéralise en effet la pulsion de dévoration, puisque l'histoire, c'est celle d'un groupe d'aristocrates qui sont réunis avec un bourgeois, j'en parlerai plus tard, mais qui sont réunis pour un festin, mais un festin assez paradoxal puisque c'est un festin abstinent qui doit faire la preuve de leur très grande qualité morale. Or, au fur et à mesure du texte, la révélation qui se produit, c'est qu'en réalité, leurs appétits sont complètement anthropophages et anthropophages spécifiques puisque ce sont les subalternes qu'ils dévorent. Alors, cette histoire, en réalité, Gombrowicz la tourne dans un registre farcesque assez extraordinaire pour le levier qu'il me procure, puisque l'orgie en question s'exerce sur un chou-fleur. Alors, le signifiant ici rassemble 2 choses très différentes, puisqu'il y a à la fois le chou-fleur au sens banal du terme, le légume le plus insignifiant qui soit, peut-on dire, et d'autre part, le signifiant chou-fleur ici désigne également un petit enfant, puisque c'est le patronyme du fils du voiturier de la comtesse Fritouille, le petit chou-fleur. Et donc, ce petit chou-fleur, va-t-on découvrir au cours du texte, est en réalité l'ingrédient magique qui a transformé le chou-fleur légume en une chose irrésistible aux appétits cannibales des aristocrates dominants. Donc, le coup de génie du texte, c'est qu'en réalité, comme en psychanalyse, cette condensation-déplacement produite par le signifiant chou-fleur et son absurde fait que nous sommes légèrement décalés par rapport à la scène de dévoration et qu'on s'adonne absolument sans restriction, sans aucune levée de censure, enfin si, avec une levée complète de la censure justement, je voulais dire sans levée de bouclier de la censure, on s'adonne à l'expérience de jubilation, à l'expérience de liesse des appétits, qui est celle quotidienne et perpétuelle des dominants, dans l'ordre social évoqué par Gombrowicz, mais aussi dans celui qu'il m'importait de rencontrer. Donc j'utilise cette scène-là en montage continu pendant tout le texte, et je l'articule avec les 3 autres lignes que j'évoquais, de telle manière
manière à faire travailler cette fois-ci notre régime de pulsionalité et pas celui des aristocrates dont parle Gombrowicz. Donc c'est ici que les 3 autres lignes, donc les dispositifs incitatifs, les comparutions devant l'Assemblée nationale et les témoignages de salariés et de pensionnaires me servent à faire apparaître la corrélation entre l'exaltation sans fin de la satisfaction pulsionnelle permanente et la dislocation des corps, dans des corps de salariés et des corps de pensionnaires dans l'ordre social. Mais pas seulement. En réalité, je vais dire un mot du régime de pulsionalité en question. Le régime de pulsionalité qui est appuyé sur les structures de la liquidité, c'est celui qui construit une relation d'objet où tout objet est disposable dans une réversibilité continuelle. Ça, c'est un régime qui vient des marchés d'actifs et qui a été généralisé et qui continue de l'être à toutes les classes d'objets. Pour ce qui concerne les humains, ça veut dire que les humains sont réifiés à un degré extrême, qu'on peut les prendre et les jeter, ce qui est bien le sort qu'on essaye de faire désormais aux travailleurs en supprimant le droit du travail, etc. Mais c'est également le sort qu'on fait à la nature. Donc, le régime en question est en train de pulvériser toutes les logiques qui structuraient jusque-là notre ordre social. C'est un peu ce que Marx et Engels annonçaient déjà dans le manifeste du Parti communiste, c'est-à-dire que les logiques du capitalisme, poussées à leur extrémité, détruisent tous les autres rapports sociaux. Et comment les détruisent-elles Justement, c'est ça qu'il m'importait de montrer, pas seulement par les eaux glacées du calcul, sinon on ne comprend pas du tout comment les choses peuvent se produire, mais précisément par la flambée pulsionnelle qui les accompagne. Et c'est ça que le texte essaye de mettre en évidence. Parce qu'une triple atomisation va se produire au fur et à mesure de cette montée des curseurs des appétits libérés. Cette triple atomisation, ce sera celle d'abord de l'habillage langagier hégémonique humaniste qui consiste à dénier la réalité des logiques d'investissement et ce qu'elle produit sur les corps des salariés, des vieilles personnes, de tout le personnel soignant, des fous, etc. Mais également une seconde atomisation, puisque tout le dispositif déniant va être explosé au fur et à mesure. Le gouvernement Macron nous montre chaque jour comment ce déni disparaît à mesure que les autorisations augmentent. Deuxième niveau d'atomisation qui va se produire tout à la fin du texte, ça va être celui de l'atomisation du langage en général, qui est bien ce que j'essaye de viser à la fin des fins dans ce texte, c'est-à-dire montrer quelle involution spectaculaire menace un ordre social qui se donne pour principe d'organisation la destruction de tout ordre symbolique. Et c'est bien ça qui produit à la fin une langue absolument disloquée, de même que, troisième atomisation, les corps-esprits des salariés à nouveau et des pensionnaires qui sont jetés dans cette mâchoire. C'est ainsi qu'on finit, étant parti dans les appétits joyeux et sans entrave, qu'on finit par se retrouver dans des couches pleines de pisse, de merde, etc., puisque c'est bien ça le vrai visage de la libération des appétits considérés. En l'occurrence, il y a des cas extrêmement spectaculaires que j'utilise dans le texte, dans le livre de Victor Castanet, où de grands PDG de très grandes entreprises cotées en bourse, etc., ont mis leurs propres parents dans l'EHPAD dans lequel Victor Castanet enquête, et payant 10 000 € par mois pour lui faire de la thalasso, retrouvent leur père noyé dans sa merde, ayant barbouillé les murs de sa chambre avec, donc dans des situations d'indignité absolue. Mais ce même personnage, moi c'est un des cas que j'ai trouvé le plus spectaculaire, ne remet pas en cause pour autant ce dans quoi il est installé. La jubilation pulsionnelle est beaucoup trop grande. Jamais il ne reviendra en arrière. Son père y passera, mais il ne reviendra pas sur cette disposition qu'il a à soutenir et surtout à profiter de cet ensemble-là. Alors, pour terminer sur les techniques qui me sont venues à mesure que ce texte s'écrivait, il y a plusieurs manières que j'ai utilisées pour essayer de faire saillir le caractère résolument involutif de tout ce système d'autorisation, donc notamment un système de numérotation des fragments qui est d'abord ascendant puis s'inverse en compte à rebours. Et cette sorte de pression que ça produit, je l'ai voulu vraiment délibérément, puisqu'il s'agissait pour moi, comme d'ailleurs dans les deux textes précédents, d'armer des dispositions belliqueuses. Je ne voulais en aucun cas qu'on se retrouve complètement acculé, terrorisé, désespéré, en voyant l'ampleur des destructions inévitables que leur joie
allait nous valoir. Et donc, je voulais également que le dispositif soit celui, au contraire, de la participation à une forme de réveil et d'aperception de ce que serait une réaction proportionnée. Et c'est pour ça que le texte a d'autres logiques. Il emprunte le personnage du bourgeois que j'évoquais tout à l'heure, avec lequel Gombrowicz se comporte avec la cruauté qui lui est propre quand ces personnages sont d'insupportables hypocrites. Et là, effectivement, le bourgeois, en bon bourgeois qu'il est la clé de voûte de ce festin, faussement abstinent, mais a besoin de se raconter que lui, il est ici parmi les dominants, mais parce qu'il est un grand humaniste, et pas parce qu'il veut appartenir aux hautes sphères du pouvoir. Et donc, ce bourgeois était au départ l'objet de ma colère. C'est à lui que le texte s'adresse, pour commencer, sauf à la fin, j'expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, j'ai récupéré le personnage de Gombrowicz pour en faire une sorte de figure imaginaire, de personnage conceptuel du bourgeois dans notre ordre financiarisé. Et je lui fais expérimenter toutes les étapes du tournoiement des appétits, tel que dans la nouvelle de Gombrowicz, ça se passe, mais via le pronom personnel tu. Ce qui crée un effet de mise en garde assez fort pendant le texte. Et c'est simplement tout à la fin que cette adresse se déplace de ce bourgeois à la totalité des individus qui composent le corps social, dans une sorte de dramatisation finale, un peu dans l'esprit du discours de la servitude volontaire de la Boétie, qui demande à ses lecteurs, mais d'où le tyran tire-t-il tous ses bras si nous ne les lui baillons, si nous ne les lui donnons? Et c'est exactement le principe de ce texte, où finalement tout le monde se retrouve à une place du tourniquet de la grande mangerie, mangeur de quelqu'un, mangé par quelqu'un, et ne peut plus sortir de ce régime ou précisément doit en arriver à la conclusion. Moi, c'est ce que j'essayais de produire par l'intensification d'horreur que ça produit pour finir, à la conclusion que la seule sortie d'une telle situation n'est pas une irruption de violence dans les coordonnées du régime de pulsionalité capitaliste, c'est-à-dire manger les riches, ce qui donne son titre au texte, mais une logique révolutionnaire, c'est-à-dire la sortie du régime. Régime dans tous les sens du terme. Là, c'est ici que les capacités de la littérature s'arrêtent. Moi, je ne peux pas déterminer quelles seraient les logiques à adopter, le protocole révolutionnaire, etc. Mais ce que je voulais au moins faire jouer, c'est faire apparaître dans tout son irrecevable cauchemar, ce que j'appelle dans le texte la comestibilisation, c'est-à-dire c'est un mot par lequel je condense à la fois les structures et l'autorisation pulsionnelle qu'elle donne, le fait de rendre comestible toute chose par l'appareil managérial, donc le COMEX, le comité exécutif, qui est là pour implémenter les logiques des structures de la liquidité que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc je pense que j'ai répondu plutôt à la question. Voilà. Un peu. Du coup, tu m'as enlevé toutes mes questions intermédiaires. On peut passer à la question suivante. Oui, et donc la question que je vais te poser, c'était que ce qui est intéressant, ce qui est assez surprenant en fait dans ton travail, quand on te suit un peu, c'est de voir en fait que les références que tu mobilises sont pas les références en fait qu'on attendrait du type de littérature que tu fais. C'est-à-dire que tu t'appuies sur des références qui sont littéralement classiques en fait. Il y a pas mal de romans, il y a pas mal de... Il y a du Proust, il y a du Gombrowicz, il y a du Kafka, il y a Melville, il y a tout ça, et donc c'est assez surprenant en fait, je trouve, de voir. En fait, la question que je vais te poser, c'est plutôt comment est-ce que tu utilises en fait ces références littéraires. De quelle façon en fait tu t'es dit que tu avais envie, pourquoi tu avais envie en fait de mobiliser ces types de références là. Et comment est-ce que tu te situes par rapport à cette littérature d'avant-garde, ou aux littératures d'avant-garde du XXe et XXIe siècle? Que tu qualifierais plus précisément comment la littérature d'avant-garde à laquelle tu fais référence? En fait, il y a eu, différentes vagues, en fait. C'est-à-dire, en fait... À laquelle tu penses? Je sais pas, on pourrait penser à Dada, on pourrait penser au surréalisme, ou bien aux poètes de POL, tu vois, jusqu'aux poètes de la fin des années 90, enfin du milieu des années 90 et des années 2000. Voilà, tu vois, c'est un ensemble assez vaste, en fait, que je pense. Parce que je trouve qu'il y a chez toi un geste d'avant-garde
quelque chose qui voudrait renouer en fait avec les avant-gardes littéraires et avec justement avec une volonté révolutionnaire, par exemple, qui te renvoie en fait aux avant-gardes du XXe siècle et du premier XXe siècle, et en même temps, les références que tu mobilises ne sont pas celles-ci. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des références qu'on pourrait considérer comme classiques en fait, ou plutôt assez traditionnelles en termes de narration, en termes de structure, voilà. En fait, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Soit je me concentre sur l'aspect référence classique, soit je me concentre sur l'aspect avant-garde, ou plus précisément sous-champ de la poésie contemporaine. Je réfléchis un instant. Bon, je peux dire une chose qui rassemble en tout cas les deux ensembles de références, même si elles ont l'air d'être très hétérogènes. C'est que je crois partager avec les deux types d'auteurs, les auteurs du canon que tu évoques et les auteurs héritiers de l'avant-garde, et en effet sans doute certains auteurs d'avant-garde, une certaine idée de la puissance de la littérature comme recherche dans la forme, par les moyens de la forme et du travail formel. Et une certaine idée de cette recherche adossée à ce que j'appelle la profondeur de champ, c'est-à-dire le legs des propositions littéraires passées. Alors, du coup, la profondeur de champ, c'est littéralement le premier groupe d'auteurs que tu as évoqué en parlant comme classique. Dans mon esprit, en fait, ils sont là, disponibles et utilisables et réactivables en fonction de ce qu'ils proposent. Et en effet, les auteurs que je choisis ressemblent à ceux que je cherche. Donc, je peux en dire un mot à l'instant. Il me semble qu'eu égard aux nécessités de l'époque, ce sont des auteurs qui en effet sont des auteurs généralement, je réfléchis à ce que j'ai employé, qui sont surtout des narrateurs, ce sont des narrations. En réalité, moi je ne réfléchis pas dans ces catégories-là quand je les utilise. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle leur qualité optique. C'est-à-dire, est-ce qu'ils permettent de dégager une figure, au sens où tu as rappelé que je l'ai défini, c'est-à-dire d'avoir une aperception d'une situation sociale, d'une formation sociale sous certains rapports. Moi, c'est ça qui m'intéresse chez tous les auteurs que tu as évoqués, que ce soit Rabelais, Kafka, même La Bruyère. La Bruyère a vraiment travaillé sur la formation sociale de la société de cour. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils parviennent à faire ça dans les moyens de la littérature, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont des livres à très haut contenu de procédés littéraires. Et c'est une manière de casser les reins à cette détestable affirmation, à mon sens, qui consiste à dire que la littérature ne pense pas. La littérature pense, et elle pense dans des moyens très spécifiques qui sont les siens. Tous ces auteurs en font la démonstration, et en quelque sorte, je me les adjoins pour essayer de déployer la puissance de leurs propositions. Alors, pourquoi est-ce que j'éprouve le besoin de la déployer? Parce qu'on pourrait me dire, mais elle est repliée dans leur dispositif, tout le monde peut y accéder, pourquoi est-ce que tu fais ça, etc. Eh bien, ici, je pense qu'il y a une particularité de ma manière d'envisager la littérature politique aussi. C'est quelque chose dont je ne parle pas du tout dans le livre, mais du coup, tu m'en donnes l'idée. C'est que, déjà, je suis exaspérée par la ritournelle qui consiste à dire que la littérature ne pense pas, mais il y a une deuxième chose, c'est qu'une chose m'attriste profondément, c'est à quel point peu de gens peuvent accéder aux opérations de l'art, aux opérations de la littérature, du fait des injustices considérables dans l'accès à ces formations-là, l'accès aux études littéraires, artistiques, etc. Ce qui fait que j'ai toujours trouvé que poser la question, comme le fait Rancière, en termes d'égalité des intelligences est un peu hypocrite, puisque bien sûr les intelligences sont égales, mais qui peut accéder à ces formes d'esprit, à ces formes d'élaboration culturelle? Seulement les bourgeois dans l'ordre actuel. Et ceci m'exaspère, parce que du coup, quand on laisse les dispositifs tout repliés, on considère qu'on s'adresse uniquement à des gens qui peuvent entrer dans les dispositifs, qui ont les moyens de la lecture de ces dispositifs, parce que scolairement, ils ont pu y accéder, ou par leur famille, ils ont pu y accéder. Donc, en fait, lorsque je développe ces dispositifs, en les utilisant toujours, en les utilisant pour mon propre compte, il s'agit pour moi aussi de casser cette barrière autant que faire se peut. Je ne me fais pas d'illusions sur qui lit des livres de littérature, étant donné les violences symboliques qui ont été construites par ces différences de scolarisation possibles, mais j'essaye autant que faire se peut de, à ma façon, là où je peux, rendre lisibles ces opérations-là.
et dire ce qu'on peut y trouver. Donc ça, c'est une des dimensions. Donc l'autre raison, je pense que c'est que finalement, je les rencontre plus en termes politiques, les auteurs en question, que les auteurs d'avant-garde. Les auteurs d'avant-garde, le rapport que j'ai avec eux, que ce soit l'avant-garde historique ou le sous-champ de la poésie aujourd'hui, c'est un rapport de grande joie qu'ils existent. Ça, je dois insister là-dessus. C'est-à-dire, pour moi, c'est le lieu du réservoir vif du travail formel, de l'endroit où des dispositifs sonores, visuels, des propositions de travail de la matérialité de la langue continuent d'exister, des endroits de récalcitrance politique eu égard aux reconnaissances bourgeoises de gratification des auteurs qui sont en train de totalement détruire les capacités créatives des auteurs. Et à ce titre, les revues qu'il et elle crée, les publications, ce que les éditeurs publient, ce que les auteurs écrivent dans le champ poétique, pour moi, c'est parfaitement indispensable. Et c'est à ce titre, en fait, que je les fréquente, en fait, c'est-à-dire je les lis. Grâce à eux, j'ai beaucoup d'idées formelles qui me viennent, à la fois une mémoire vive de choses qui me sont très précisément restées en tête et toute une mémoire inconsciente, justement sonore, rythmique, visuelle, etc. Et je sais qu'ils sont partout dans les choses que j'essaye d'inventer. Ils et elles sont partout dans les choses que j'essaye d'inventer. Mais je ne dis pas poésie, en effet, pour caractériser ce que je fais. D'abord, je ne sais pas ce que je fais exactement, mais je ne dis pas poésie parce que, alors d'abord, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de pratiques répertoriées reconnues comme telles, comme signe d'appartenance au sous-champ poétique que je n'utilise pas forcément, s'il y en a que j'utilise en revanche, mais aussi, je crois, pour une raison à laquelle j'ai un peu pensé avant, quand tu m'as dit que tu pensais m'interroger sur ça, parce que je pense qu'au fond, nous avons une divergence quant à la question de la transitivation. Je ne parle pas pour tous les poètes en question. Je pense que des gens qui écrivent, par exemple, chez Questions théoriques ou quelqu'un comme Christophe Hanna sont assez proches finalement de ce que moi aussi je pense. Mais sinon, j'ai l'impression que dans une écrasante majorité, j'ai une vision de la transitivation différente de la leur. La transitivation, c'est-à-dire mettre les textes en rapport avec le monde réel, en l'occurrence avec le monde social, dans mon cas. Et ceci m'est venu comme idée parce qu'il y a 2 ans, j'étais au marché de la poésie, où je traînais dans le stand des éditions Éric Pesty, et un jeune poète appelé Kyle Tseva, je crois, j'ai son nom quelque part, j'ai noté son nom, mais je me souviens plus de son nom de famille, qui tenait le stand, me dit toi tu fais de la poésie transitivée. Alors j'ai beaucoup aimé, je me suis dit que c'était bien, ça me convenait, mais après j'ai réfléchi et je me suis dit c'est vraiment autour de cette question que nos chemins divergent à mon avis. Alors je ne sais pas, je me lance dans quelque chose, je laisse les poètes me reprendre dans cette salle, mais j'ai à l'idée que nous avons en réalité, nous essayons de produire des types de figures différents. C'est-à-dire que mon sens de figure ne s'applique pas pour l'écrasante majorité des productions poétiques. Je pense que ces productions poétiques relèvent davantage de la proposition que faisait Lyotard quand il parlait de figure. Alors, je vais un peu expliquer. Je pense que c'est quand même intéressant de voir ça parce que différentiellement, on saisit mieux ce que je propose par rapport à ce que j'ai l'impression de lire. En l'occurrence, moi, j'appelle figure les dispositifs formels qui redispose l'objet dont il s'empare. Par rapport à quoi le redispose-t-il ? Il le redispose par rapport aux catégories de perception et de compréhension par défaut, c'est-à-dire de catégories politiques, le cadre normatif qui construit notre regard. Et c'est pour ça que je les appelle dans le livre le transcendantal politique. Cette formule, je l'ai inventée exprès pour faire comprendre à quel point tout ce qui conditionne notre manière de sentir, de penser, de désirer, de refuser même, en réalité tient à la forme sociale historique dans laquelle nous vivons. Par rapport à ça, tout écart, tout déplacement sera le fruit d'un travail au sens de Foucault qui disait que le travail, c'est l'effort délibéré et maintenu avec constance pour justement produire un déplacement. Alors encore une fois, un déplacement par rapport à quoi ? À l'architecture générale du sens et des sensations. Et moi, je pense qu'en littérature, les déplacements se font dans les opérations formelles. Et ces opérations formelles qui déplacent, je les appelle une figure. Alors c'est ma version
de la figure. On comprend donc que dans mon cas, le soubassement politique, en quelque sorte, il est matérialiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les situations sociales se décrivent comme des ensembles de forces, des jeux de forces, que ces forces ont des déterminations, qu'il importe de les apercevoir pour, si on est Lénine et Trotsky et pas Kautsky-Plekhanov, pour intervenir, si on peut, dans le jeu de force et essayer de participer à engager ce jeu dans telle ou telle direction. Ça, c'est ce qui sous-tend politiquement mon idée de la figure. Dans le cas des figures que je crois voir plus en nombre dans la poésie contemporaine, je pense que ce sont celles de Lyotard, c'est-à-dire des figures que moi je qualifierais de destituantes. J'expliquerai après pourquoi. Les figures de Lyotard, en fait, consistent à dire que l'art en général, mais la littérature en particulier également, a la capacité de mobiliser les processus primaires pour destituer les formations secondaires. Il ne dit pas destituer, il dit pulvériser, désamorcer, désactiver. Mais les processus primaires et les processus secondaires, j'explique vite fait, ça vient de la psychanalyse. Ce sont des concepts freudiens. Donc, c'est très important de comprendre ça parce que ça fait toute la différence des propositions esthétiques ensuite. Les processus secondaires, ce sont en quelque sorte les institutions du sens, puisque ce sont les formations de sens collectivement partagées. C'est-à-dire, elles se décomposent en deux ensembles. Il y a les processus d'organisation fondamentaux, donc Freud distingue la chronologie, le principe de non-contradiction, la causalité, et le second groupe, ce sont les conséquences de ces principes d'organisation, c'est-à-dire la découpe des éléments du monde et les liaisons entre ces éléments qui sont valides dans tel ordre social, sur lesquels tel ordre social se met d'accord. Donc, j'insiste, ce sont bien les institutions du sens, mais au sens donc où elles procurent un socle d'accord du corps social sur ce qu'on pense, comment on perçoit le monde. Et à ce titre, Jacques Lacan parle de constitution de la réalité par opposition au réel via ces processus secondaires. Donc, ces processus secondaires dans la psyché sont régnants parce que la force de leur répétition quotidienne par tout le corps social leur donne une grande force. Mais il n'en demeure pas moins que d'autres processus sont à l'œuvre dans la psyché. Ce sont essentiellement ceux-ci qui intéressent Freud. Ce sont les processus primaires. Alors les processus primaires, ils sont antérieurs à la secondarisation. Ce sont les manières de fonctionner anarchiques et sauvages de la psyché avant que les manières collectives viennent la plier. C'est-à-dire, ce sont des manières d'enchaîner les idées, les images, les affects qui n'ont rien à voir avec l'accord collectif sur ce qu'on doit lier, comment on doit percevoir le monde, etc. Donc, ce sont des forces de résistance extraordinaires. Et je trouve que Lyotard a parfaitement raison et qu'en effet, l'une des puissances de l'art, c'est de savoir mobiliser ces forces primaires pour mettre en vacillement les secondarisations. Là où je me mets en désaccord avec cette logique-là, c'est que pour ma part, je ne pense pas que la secondarisation en tant que telle soit la chose à attaquer. La secondarisation, elle connaît des déclinaisons politiques et c'est ici que ma proposition vaut. C'est-à-dire, je ne cherche pas en soi à abattre les secondarisations comme des formations autoritaires dans la mesure où elles fixent le sens, où elles fixent les rapports, mais je m'intéresse à la manière dont certaines secondarisations entérinent, ratifient, expriment tel ordre social, telle structuration de cet ordre social. Et à ce titre, me semble, quand l'ordre social est capitaliste, patriarcal, blanc, être des problèmes qu'il s'agit en effet d'attaquer par les moyens de la littérature. Alors, là où je rejoins parfaitement Lyotard, je déplace un peu son protocole, puisque lui, il parle surtout des arts plastiques, mais c'est dans l'idée que la littérature a les moyens de faire les deux choses, les mêmes moyens applicables aux deux choses, mais je crois que que dans mon cas, j'essaye d'utiliser les trois ordres du sens que la littérature mobilise, tandis que finalement, Lyotard oppose l'un à l'autre. C'est-à-dire, il oppose le primaire au secondaire. Et moi, dans mon cas, j'essaye d'utiliser le primaire et le secondaire, les utiliser pour les faire travailler l'un par l'autre, avec ce troisième élément que Lyotard n'évoque pas, mais que j'emprunte à Jacques Lacan, qui est le travail de ce qu'il appelle la langue. La langue, c'est le lieu de la poésie.
La poésie travaille cette chose. La langue, c'est, si vous voulez, le moment intermédiaire entre les processus primaires et secondaires, où le petit enfant rencontre la langue, mais il ne sait pas encore ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, il rencontre une matérialité, des sons, des odeurs, des sensations de tristesse, de joie, d'exaltation. Et la poésie excelle à travailler ce domaine-là. Mais il me semble qu'on peut faire jouer les deux propositions à partir de cette même force de la littérature, qui peut jouer sur les trois ordres du sens. C'est-à-dire, soit on part dans une disposition que je qualifierais moi de plus anthropologique, que j'ai l'impression de plus rencontrer dans la poésie contemporaine, et on essaye de déstabiliser les secondarisations en tant que telles, soit, c'est ma proposition de sens pour figure, on essaye de les faire jouer, ces forces-là, pour attaquer les fondements et l'appareillage d'expression et de ratification de ceux-ci, de certaines structurations collectives. Voilà, donc je termine ma boucle. C'est ici que je reviens à mes auteurs du canon. C'est pour cette raison, je crois, que je ne cite pas d'auteurs de poésie, indépendamment de la première que j'évoquais tout à l'heure. Je les lis beaucoup, mais je suis plus d'accord, c'est assez bizarre, mais je suis plus d'accord avec ce que dit Rabelais sur les institutions, ou avec ce que dit Gombrowicz, en l'occurrence. Je suis très d'accord avec ce que dit Gombrowicz sur beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai recours à eux, en réalité. C'est parce que ce qu'ils font apercevoir du nouage entre une structuration sociale, son régime de pulsionalité, ses expressions langagières, me semble beaucoup plus proche de ce que j'ai à dire. Voilà.